Sydney pour quelques jours. Et il repartira lundi du coup. Et donc pendant son séjour à Sydney, il va en profiter pour faire une réunion publique aujourd'hui. Il fera une réunion publique via Zoom pour les Français d'Australie qui ne peuvent pas se déplacer à Sydney aujourd'hui. Et aujourd'hui et demain, il sera donc à Sydney à la rencontre des Français qui vivent en Australie et répondre aux éventuelles questions et essayer de convaincre sur son programme, sur ses idées pour gagner cette législative. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une réunion publique pour présenter Marc et aussi on attend des questions-réponses. Si vous avez des questions sur son programme, ce n'est pas une réunion militant, on est tous là pour essayer d'écouter ce que Marc a à dire et poser nos questions. Voilà. Et puis Marc nous répondra le plus sincèrement possible. Et voilà. Maintenant, je laisse Marc parler. Ok, très bien. Et merci Alexandre. Bonjour à tous. Merci de venir pour cette réunion un petit peu last minute. Donc je comprends qu'on attend peut-être quelques personnes après. Et après, on a quelques visites à faire. Et demain, on a une autre réunion publique en Zoom pour les Français de Melbourne et d'autres villes qui ne peuvent pas venir ce soir. Voilà. Donc voilà, je vais vous dire 2-3 mots sur la campagne, sur mon background, sur mon histoire, sur le programme. Et voilà, c'est surtout une occasion pour nous de pouvoir échanger, de se rencontrer. Voilà, donc là, aujourd'hui, on vient de se rendre compte, ça fait 1 mois exactement que j'ai eu l'investiture pour représenter Reconquête aux législatives. Voilà. Ça fait 1 mois, c'était un petit peu tard. Je trouve que c'est un petit peu tard parce que la campagne est tellement courte. On a dû attendre pour des raisons qui me semblent évidentes la fin des présidentielles avant d'attaquer les législatives. Et donc je pense que le calendrier, c'est un peu, c'est difficile d'enchaîner juste après les présidentielles sur les législatives. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour concevoir les programmes, se préparer, faire beaucoup de choses. Mais bon, c'est ce qu'il est. Et donc voilà, après les présidentielles, j'étais déjà en Thaïlande parce que je savais que j'avais un profil qui fait qu'on pouvait s'attendre à ce que je fasse la campagne. Donc j'avais déjà commencé plus ou moins la campagne parce que je voulais gagner du temps et je voulais revoir des contacts que j'avais en Thaïlande et que je savais déjà bien assez pro-Zemmour. Donc j'avais déjà préparé le terrain et donc c'était le 28 avril. Donc le 28 avril, il y a une commission d'investiture, tous les candidats, 550 candidats ont eu leur investiture et là ça fait exactement 1 mois, nous sommes le 28 mai. Voilà. Donc depuis 1 mois, je suis en campagne, voilà, pour vous dire comment ça a commencé. Alors déjà, mon engagement politique, ça a commencé quand j'avais environ 20 ans. Je viens de la droite, centre droit, je viens de l'UMP, DLR, j'étais militant, j'étais très pro-Sarkozy à l'époque. J'avais fait la campagne à fond en 2007. Et ensuite en 2012, j'étais déjà français d'étranger, j'habitais en Angleterre et juste après ça, après les présidentielles, j'ai déménagé à Hong Kong où je vis depuis bientôt 10 ans, voilà, 2022. Et voilà, après à Hong Kong, j'ai continué mon engagement politique, j'ai fait la campagne de François Fillon sans grande conviction, mais je l'ai faite. Et voilà, après j'ai quitté les Républicains en 2019, essentiellement pour des raisons internes. Voilà, c'était pas forcément compatible avec la vie associative que j'avais. Il y avait des petits problèmes, mais bon, c'est la vie politique. Et puis il manquait un petit peu la personne providentielle chez les Républicains. On voyait plus, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus grand chose. Donc j'étais un peu orphelin de parti et j'attendais de voir la bonne personne qui allait vraiment susciter l'engouement chez les militants, pas forcément républicains, mais à droite. Voilà. Donc c'était un petit peu une pause entre 2019 et 2021 politique, où je me suis beaucoup plus concentré sur la vie associative, voilà, sur mon travail de président du FE et sur un engagement beaucoup plus, on va dire, apolitique de terrain. Et c'est comme ça aussi que j'étais, je pense, élu l'année dernière Conseil des Français étrangers à Hong Kong, sur la seule liste indépendante tout parti. Donc il y avait une liste républicaine, il y avait une liste En Marche, une liste de gauche, il y avait une liste ASFE, un parti de droite, et j'étais la 5e liste, la seule qui était sans étiquette. Voilà, donc
en dehors des partis, même si les gens savaient que j'étais un ancien LR. Bon, voilà, donc en tout cas, les gens me voyaient comme quelqu'un d'associatif, apolitique, on va dire, quelqu'un qui essaie de rentrer, je crois. C'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Donc, bonjour monsieur, qui passe bien partout. Et après, le jour où je me suis engagé publiquement pour Éric Zemmour, ça a fait un gros scandale, un tremblement de terre dans la vie, presque à Hong Kong, bon, sans trop vouloir. Voilà. Mais j'ai reçu plein de messages des gens qui me disent « Ah, mais Marc, tu as montré ton vrai visage, mais en fait, tout ce temps, tu étais un facho, un raciste, etc. » Voilà. Et pourtant, c'est des gens qui me connaissent depuis des années, qui savent très bien que je ne suis pas ça. Mais en fait, ça montre que malheureusement, il y a une bien-pensance dominante qui fait qu'on juge souvent les gens juste par rapport à leur engagement, leur étiquette, sans vraiment prendre le temps de discuter avec eux. Donc voilà, si je vous raconte un petit peu ma vie en politique, c'est aussi parce que c'est un petit peu la cause que je souhaite défendre, c'est-à-dire que j'aimerais que les gens puissent s'engager et exprimer leurs opinions sans être trop jugés. Et donc je pense que parmi les adhérents, les militants de Reconquête, j'ai un profil qui permet, je pense, voilà, j'aimerais bien mettre en avant l'engagement politique, qu'il y ait moins de gens qui aient peur de s'exprimer, d'affirmer leurs convictions parce qu'ils peuvent avoir des représailles amicales, professionnelles, etc. Et donc moi j'espère qu'on est en train de créer une nouvelle génération de gens, soit de militants, soit de gens qui sont intéressés, mais en tout cas que les gens parlent plus de politique sans se retenir, sans avoir peur. C'est ça que je pense, et c'est ce qui, je pense, qui manque un peu dans la vie politique française, c'est-à-dire qu'on est dans des cases et voilà, donc les gens disent oui, mais il y a les extrêmes, voilà. Donc, du coup, c'est à cause de ça, je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, beaucoup de gens, et malheureusement une grande majorité, et surtout peut-être dans des endroits comme l'Australie, se rabattent par défaut sur une candidature sans conviction, un parti qui est un peu partout, un peu à gauche, un peu à droite, au centre, qui représente la majorité présidentielle actuelle. Il y a, je pense, un fort vote par défaut, parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, je ne connais pas beaucoup de macronistes qui sont à fond parce qu'il y a une telle ferveur, un tel engouement, parce qu'ils ont vu la lumière, la vérité. Par contre, chez les partisans d'Éric Zemmour, oui, et parce que, enfin, moi personnellement, ce que disait Éric Zemmour, c'est ce que j'ai toujours pensé depuis tout petit. Et même sur des sujets qui peuvent faire polémique comme le grand remplacement, je n'ai pas attendu Éric Zemmour pour le formaliser. Lui, il a juste formalisé, mais moi, c'est des choses que je pensais depuis toujours. Et donc, après, bon, il faut voir comment le présent, il faut le packaging, etc. Mais l'audit est là. Il a le mérite, je pense, d'avoir mis sur la table des sujets que beaucoup de gens avaient besoin que quelqu'un mette sur la table. Voilà. Maintenant, comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut dire à nos amis, en fait, moi j'aime bien ce que dit Éric Zemmour et tout ça, parce qu'on ne sait pas si notre ami, oh, comment il va réagir, tout ça. Tu n'as pas honte, Éric Zemmour, mais tu es fou, etc. Et ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire disparaître. Je veux plus de tolérance envers les opinions de chacun. Voilà. Donc en fait, le fait que moi, on m'ait attaqué parce que je me sois engagé pour Éric Zemmour, eh bien, ça m'a encore donné en plus envie de me battre pour qu'en fait les gens voient qu'en fait non, mais en fait le gars il n'a pas peur, il parle de ses idées et voilà, je vais faire pareil. Donc j'espère, voilà, bon, sans prétention, mais j'espère un petit peu inspirer les gens à parler de leurs opinions politiques, parce que je pense que c'est ça dont on a besoin pour sauver la France. Voilà, peut-être sauver, c'est un terme un peu fort, mais je pense que la France va droit dans le mur et qu'on n'arrive pas à la remettre sur le droit chemin parce qu'on n'arrive pas à parler de certains sujets. Et là, je pense que la campagne présidentielle, elle a permis de mettre certains sujets sur la table. Et donc maintenant, c'est notre rôle de poursuivre ce mouvement et de l'amplifier à travers les législatives, mais après encore les européennes, les autres, et les élections locales. Donc, pour reprendre la phrase qu'a dit Éric Zemmour lors de sa journée de formation auquel j'ai participé à Paris, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est mort le jour du premier tour, mais en fait, au contraire, on est né le soir du premier tour. Et je dirais même qu'en fait, c'est le parti qui est vraiment né le soir du premier tour, parce que maintenant, on va dire qu'il y a une relève, il y a une génération de gens qui veulent tout construire, on est la droite d'avenir.
Avant le premier tour, on peut dire que Reconquête, ça n'existait pas vraiment, c'était Éric Zemmour qui existait. Tout était autour d'Éric Zemmour. Alors je peux comprendre qu'après les présidentielles, il y ait une grosse déception parce que, oh, 7%, etc., on ne mérite pas ça. Donc il y en a qui se sentent un petit peu, il y a des doutes, il y a des réticences, mais je pense que c'est une très petite minorité par rapport à d'autres qui sont toujours là. J'ai vu ce jour de formation, 500 candidats qui étaient super motivés à fond. Il y a parmi tous les candidats, il y en a 155 qui ont moins de 35 ans, ils sont plus jeunes que moi. Il y a un tel engouement parce qu'on voit que c'est vraiment, c'est là que tout démarre. Et c'est là qu'il y a tout à construire. Donc moi j'y crois. Là maintenant, on voit bien que la droite classique de gouvernement, qui était les Républicains, c'est celle qui a trahi ses propres idéaux, qui n'est plus maintenant en mesure de construire la suite. Tout se construit autour de nous. Donc ça vraiment j'y crois. Là maintenant, en Australie, comme dans toutes les villes où je suis allé avant, je suis très heureux de rencontrer les militants, les sympathisants qui croient encore que quelque chose est possible. Alors malheureusement, j'en ai rencontré aussi qui n'y croyaient plus. J'ai rencontré des gens qui voulaient voter Éric Zemmour, mais qui n'ont pas voté Éric Zemmour. Ils n'ont pas voté du tout. Ils m'ont dit, ça fait des années que je ne vote plus, ça ne sert à rien. La France, elle est foutue, elle va droit dans le mur, et moi, je vis à l'étranger, j'ai la belle vie, j'en ai marre de voter. C'est mort, la France est morte. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce qu'il y a toujours un espoir. Je ne dis pas que ce sera toujours... Je pense que c'est de moins en moins facile parce qu'il y a de plus en plus de pensées dominantes, de bien-pensance, d'islamo-gauchisme, etc. qui empêchent que nos idées puissent voir la lumière. Mais tant qu'on a cette étincelle, qu'on a envie, qu'on a encore cet amour de la France, on peut se mobiliser. Et dans tous les cas, il faut continuer à se battre. Donc, on continue à voter. Et c'est pourquoi aussi, je l'ai compris je suis allé dans la plupart des villes en Thaïlande où on a une base militante. J'ai compris pourquoi il y a tellement de Français là-bas qui sont, ils m'ont même dit eux, qui ne sont pas expatriés, ils sont exilés. Parce qu'ils se sentent vraiment, ils ne reconnaissent plus la France qu'ils aiment. Ils sont expatriés, ils sont exilés en Asie, où ils peuvent vivre sans être rackettés ou agressés dans la rue, etc. Et après, ils ont leur petit bout de France, ils vont rentrer en France en vacances, etc. Mais du coup, ce qu'ils veulent, c'est reconquérir la France qu'ils aiment. Et finalement, c'est un petit peu mon cas aussi. Voilà. Pour vous dire rapidement, du coup, là, je vous ai parlé de la politique, mais mon histoire personnelle, c'est que je suis né à Marseille, je suis marseillais. Mes parents sont nés au Vietnam. Quand ils sont arrivés en France, ils ont fait le maximum pour s'intégrer. Bon, j'en ai parlé dans divers interviews et vidéos que vous pouvez revoir, je ne vais pas toujours les répéter. Mais en tout cas, ce que je veux dire, en gros, c'est que toute notre famille, elle a toujours été, elle a fait le maximum d'efforts pour qu'on se sente le plus français possible. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus français que beaucoup de Français qui renient leur histoire, leur origine, etc. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de m'engager pour la France. D'autant plus que, étant né et grandi à Marseille, j'ai grandi dans une ville d'immigration et d'insécurité. Donc, j'ai vu les différents profils de gens, j'ai vu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et j'ai vu ce que je veux, moi, pour la France. Moi, je veux que la plupart, toutes les vagues d'immigration, tous les profils s'assimilent à la France comme mes parents l'ont fait, comme ma famille l'avons fait. Voilà. Et donc, je me bats pour ça, pour que ce programme se poursuive. Mais pour moi, c'est tout à fait dans la logique de ce que j'ai toujours pensé et vécu. Moi, je suis marié avec une non-congolaise, avec qui j'essaie d'inculquer la passion de la France aussi. On a 2 enfants que j'ai appelés François et Louis, de 4 ans et 6 ans. Et je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une loi qui m'y a obligé. À l'époque, Zemmour n'existait pas en tant que candidat. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et donc maintenant, je pense que, on va dire, le parti, le mouvement Reconquête, il n'est fait que refléter ce qu'en fait, moi, c'est ce que j'avais dans ma tête depuis longtemps, ce n'est absolument pas 7% de la population, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et je pense qu'en vérité, nous sommes une majorité, mais une majorité silencieuse.
et aussi une majorité, ou alors une majorité qui s'exprime, comme l'a dit ce monsieur que j'ai rencontré en Thaïlande, mais qui ne s'exprime pas dans les urnes, ne s'exprime que dans les soirées comme ça. Il me dit ouais, mais ça ne sert à rien de voter, blablabla. Mais moi, c'est ça que je veux combattre aussi. C'est pas qu'une question aussi c'est pas qu'une question de convaincre. Et c'est ça aussi l'enjeu de cette élection que je voulais, le message que je vais vous faire passer aujourd'hui aussi, c'est que la présidentielle est derrière nous. On est là, d'élection législative, il y aura peut-être 25% de participation, tout le monde s'en fiche, etc. Non, pas tout le monde s'en fiche. Nous, on est là, on y croit et on peut se mobiliser. Et on se mobilise plus que les autres parce que nous, contrairement aux autres moments, nous avons une passion. Nous avons une passion de la France. C'est pas pour rien qu'il y a eu tellement de monde au meeting d'Éric Zemmour. C'est parce qu'il y a une ferveur, il y a quelque chose, on y croit. Alors que dans les autres camps, ça peut être des votes par défaut, voilà, ça peut être des votes communautaires. C'est pas pour rien que la plupart des racailles votent pour Mélenchon. Donc il y a quand même, voilà, chez nous, il y a vraiment une envie de se mobiliser. Donc j'y crois, on peut gagner cette élection législative. Pourquoi? Normalement, tous les partis, tous les candidats perdent des voix entre la présidentielle et la législative parce que les gens se démobilisent. Mais nous pouvons rester mobilisés parce que nous savons quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est de retrouver la France qu'on aime, ou que la France reste la France, ou qu'on sauve la France. Chacun le voit à sa sauce. Voilà, on a un sentiment différent, mais en tout cas, il faut se mobiliser parce qu'on sait que tout est possible. Et là, tout est possible si on a exactement les mêmes personnes qui ont voté Éric Zemmour, qui votent pour les candidats Reconquête, partout en tout cas les Français et étrangers, où on a fait un meilleur score qu'en France, on peut être au deuxième tour. Et une fois au deuxième tour, tout est possible. Ici, en Océanie, Asie, Europe orientale, on a été à 13,5%. C'est plus que 7%. Voilà. À partir de là, tout peut se construire, tout est possible pour le deuxième tour. Et donc, voilà, je vous ai parlé de cet engagement politique, personnel. Je vous incite à vraiment faire le maximum pour en parler autour de vous. Alors maintenant, le programme. Le programme de tous les candidats Reconquête, il est très simple. Il faut vraiment se concentrer sur l'élection législative. Il faut partir du principe que nous sommes dans l'opposition. Il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir la majorité et avoir Éric Zemmour Premier ministre. Il ne faut pas combler ce que pense l'alliance de gauche. Okay? Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une opposition forte et que cette opposition, ce ne soit pas juste Mélenchon et le bloc islamo-gauchiste qui existe et qui communique et qui soit là, qui soit audible. Alors que la droite est divisée entre les républicains qui veulent sauver leur famille, qui croient encore que leurs idéaux peuvent prédominer, et le RN qui veulent aussi sauver leur boutique. Nous sommes les seuls qui veulent l'union des droites. L'union des droites et des patriotes. C'est ce que vous allez voir sur le bulletin de vote si vous votez à l'urne. Et ça a toujours été notre philosophie. Éric Zemmour a dit dès le début qu'il ne présentait pas de candidat face à Eric Ciotti, à Le Pen, à Dupont-Aignan. Bon, ça n'a pas été dans l'autre sens. Mais au moins, nous sommes là pour les convictions. Et nous sommes les seuls qui veulent faire quelque chose pour la France. Alors que les autres, ils veulent faire que pour leur parti. Et d'ailleurs, ça se retrouve aux législatives aussi. Moi, je vois bien, il y a deux candidats que je vois qui sont plutôt de qualité, qui peuvent être des gens tout à fait présentables, mais ils n'ont aucune chance de gagner contre la députée sortante, ni même d'être au deuxième tour. Mais ils veulent quand même sauver leur boutique, ils veulent quand même leurs propres intérêts propres. Ils ne pensent pas forcément à la France, ils pensent à leur clan. Malheureusement, peut-être ça va toujours exister, mais notre rôle, c'est de mobiliser autour de nous sur cet objectif. Le programme, c'est de ne pas laisser les pleins pouvoirs à la majorité présidentielle. Ils n'ont pas besoin d'avoir 400, 500 députés. Ils vont avoir la majorité. Mais nous, dans notre circonscription, 11e circonscription des Français étrangers, nous pouvons avoir quelqu'un qui représente vraiment les Français de notre circonscription. Voilà, ça, c'est vraiment le plus important. La députée actuelle, Anne Genté,
qui, voilà, je travaille avec elle en tant que conseiller aussi, je suis élu, elle a fait des zooms avec nous, elle a travaillé sur le terrain, voilà, on discute, on pose des questions, elle répond, bon ça c'est très bien, mais c'est quelque chose que tout le monde pouvait faire, qu'on soit de gauche, de droite, de la majorité présidentielle, tout le monde est pour certaines... tout le monde est pour aider les Français et les étrangers dans tous les domaines, éducation, bourse, retraite, etc. On peut aller point par point si vous voulez, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une majorité présidentielle et il y a tous les autres. C'est-à-dire Anne Jeunet, par exemple, elle a voté toutes les lois qui étaient contre les Français et l'étranger. La CSG-CRDS, elle a voté pour la maintenir. Les motifs impériaux pour entrer en France, elle a voté pour ça. La carte vitale, voilà. Donc, il y a tout ce qui était en faveur des Français étrangers, elle n'a pas suivi. Et pourquoi? Même si je pense qu'en fait, honnêtement, je ne pense pas que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait défendre les Français et l'étranger, mais elle ne l'a pas fait. Tout simplement parce qu'elle était dans un appareil politique. Elle était obligée de voter avec. Elle avait des consignes de vote. Donc finalement, elle ne vote pas dans l'intérêt de ceux qui l'ont élue, notre circonscription. Elle a voté dans l'intérêt de ceux qui nous gouvernent. Donc son job, c'est de voter pour à tout ce que dit le gouvernement. Son mérite, c'est d'avoir été là au bon moment, au bon endroit. Elle a eu l'étiquette, elle a été affichée avec la photo d'Emmanuel Macron en 2007. Elle le fait encore cette année. On ne sait pas si ça va marcher. Je pense quand même que ça a toujours avoir un effet. Mais voilà, on est dans un système où on a une grande majorité de gens, de députés et de ministres qui sont là juste parce qu'il y a une personne, Emmanuel Macron, qui passe bien parce que c'est un bon produit marketing. Et tous les autres qui sont des gens de terrain, qui ont des convictions, qui ont des propositions pour que la France avance, ben en fait, même si c'est des bonnes propositions, on s'en fiche. Ils veulent voter, une majorité de gens ont voté pour Macron quand même, malgré tout ce qu'il a fait, malgré les gilets jaunes, malgré tout. Ouais. Bon, c'est ainsi. Mais en tout cas, pour les législatives, ça peut changer. Donc en fait, en Asie, on peut avoir une voix différente. Après, alors maintenant, il y a des gens qui m'ont dit, mais Marc, à quoi ça sert d'avoir un député de l'opposition? Parce que de toute façon, ils vont tout retoquer. Donc, je ne sais pas, on parle souvent de la CSG-CRDS, tout le monde veut supprimer ça. Je ne sais pas si vous avez des appartements en France. Mais voilà, donc, si on n'est pas dans la majorité, je peux proposer la suppression de la CSG-CRDS. Ça va être retoqué parce que je ne suis pas dans la majorité. Tac, on a perdu, bon voilà. Mais après, on n'est pas là que pour... déjà, le plus important, c'est déjà de mettre le sujet sur la table. Donc, avoir un député qui a une grande gueule, on va dire, qui va dire des choses que pas tout le monde va dire, ça va déjà être un grand changement. Ça, ce ne sont pas des choses que la députée actuelle va faire, avec tout le respect que j'ai pour elle, voilà. Mais c'est juste qu'elle est contrainte à des choses qu'elle ne peut pas dire. Elle n'est pas indépendante. Elle est dans la main. D'ailleurs, elle a signé, ils ont demandé à tous les candidats de signer, vous devez voter à la majorité présidentielle. C'est quand même assez fou. Normalement, l'engagement, il est moral. Normalement, vous êtes dans... Peu importe où vous étiez, avant vous étiez PS, vous étiez UMP, si vous étiez un député UMP, vous votiez avec l'UMP. C'est normal. Mais vous ne signez rien du tout. Là, ils ont vraiment fait signer tout le monde. Voilà. Et moi, je ne signe rien du tout, bien entendu. Et je serai dans l'opposition et je serai indépendant. Je vais pas... Il n'y a personne qui va me dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça parce que ça arrive le groupe. Non, je le fais. Je vais voir est-ce que c'est dans l'intérêt des Français qui sont en Australie, en Thaïlande, en Chine, etc. Est-ce que c'est bon pour eux? Voilà, entre autres. Après, bien entendu, ce n'est pas que notre circonscription, parce que c'est un mandat national, je comprends bien. Mais il faut tout prendre en compte. Mais même les sujets nationaux sont importants pour nous, parce que nous sommes sans doute le parti qui défend le plus la France. Donc, même les sujets qui ne nous concernent pas, qui concernent la France, ça nous touche. Quand on rentre en France, là, avec les familles qu'on a en France, ce qu'on veut, c'est aussi l'intérêt de notre pays. Voilà. Donc, on se soucie de nos petits problèmes sur la CSG, sur la CRDS. J'ai rencontré beaucoup de Français en Thaïlande qui ont plutôt des problèmes sur la CFE, sur la retraite, etc. Bien entendu, chacun a son propre intérêt. Mais avant tout, moi, je veux dire que c'est surtout l'intérêt de la France. Et même au-delà de l'intérêt, c'est aussi une image. Moi, ça me fait... ça m'insupporte de voir l'état de la France aujourd'hui. Moi, je vous le dis, c'est fou. On est dans un grand déclassement, je dirais même une grande décadence. L'image de la France, c'est plus ce que c'était. Même pas que pour les Français qui se sont exilés, qui en ont marre, qui sont à l'étranger.
même pour nos amis étrangers. Moi, j'habite à Hong Kong, j'ai des amis qui sont chinois, qui vont en France, qui ont les moyens et qui s'attendent à voir un beau pays où on arrive et c'est romantique et c'est beau, on va passer de bonnes vacances. Ils ne s'attendent pas à arriver dans un aéroport tout pourri, à voir le RER sale et de se faire agresser et de voir des mendiants dans la rue et d'aller, quand ils vont faire du shopping dans les magasins de luxe à Paris, ils sont très contents et après quand ils sortent, ils se font répéter, soit à la sortie des cars. Et ça, du coup, ils sont traumatisés de l'expérience en France. Donc, en fait, l'image de la France, elle est mauvaise pour nous, mais elle est aussi mauvaise pour nos amis qui sont à l'étranger. Donc, et ça, c'est terrible. Et moi, et aussi, personnellement, encore plus, parce que je suis marié avec une hongkongaise, mais vraiment hongkongaise qui ne parle pas français. Bon, j'espère qu'elle va apprendre, voilà, qu'elle va faire des progrès. Mais en fait, il y a aussi de plus en plus de couples binationaux à cause aussi de la situation de la France. Parce qu'il y a tellement de Français qui s'exilent, qui se retrouvent à l'étranger, parce qu'ils ne reconnaissent plus la France qu'ils aiment, et qui sont en couple avec des étrangers. Et donc, on a aussi d'autres problématiques. Et donc, une aussi des causes que je veux défendre, c'est celle des binationaux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va mettre les enfants à l'école? Comment est-ce qu'on va gérer les assurances santé, etc. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Or, je pense qu'on est dans une situation où les représentants, pas que les députés, les sénateurs, les ministres, tout le monde, ils sont un peu déconnectés de la réalité. Ils ne connaissent pas les Français et l'étranger. Ce n'est pas important pour eux. Et autrefois, même en Asie, en Océanie, on avait surtout des responsables politiques, soit au niveau parlementaire, soit même au niveau local, qui sont surtout des expatriés, des couples franco-français, bon, très bien, mais envoyés par leurs grandes entreprises. Voilà, donc ces profils existent toujours, très bien, mais il y en a de moins en moins. Et donc il y a de plus en plus de gens qui arrivent et donc qui ont des problématiques différentes. Donc je pense que ça, c'est aussi des sujets qu'il faut mettre sur la table. Et il faut des élus qui représentent ces profils aussi. Donc voilà. Et je pense aussi qu'en Australie, il y a aussi de plus en plus de couples binationaux, vous en faites peut-être partie. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets, je pense, qui sont totalement omis de nos jours et qu'il faut, en fait, il faut tout simplement du renouveau, une génération de députés qui comprennent en fait les enjeux locaux. Pour information, on va dire, sur les 3 candidats qui ont une chance d'être au deuxième tour, bon, bien sûr Mme Jeunet, bien sûr il y en a Mme Vidal qui est la représentante de l'Alliance de gauche, et moi, je suis le seul qui vit en Asie maintenant. Mme Vidal est parachutée par la nouvelle alliance populaire, écologique, sociale. Elle vient du Parti communiste français. Donc d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont choisi cette dame, parce que c'est quand même un très mauvais choix dans notre circonscription qui englobe l'Asie. Et donc elle habite en France. Elle a vécu quelques années en Asie il y a longtemps, mais elle n'est absolument pas légitime pour représenter les Français de notre circonscription. Et Mme Jeunet a habité autrefois à Singapour, maintenant elle habite en France, elle est même élue en France. D'ailleurs, je crois que ces 2 dames, elles n'ont pas le droit de voter pour elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas inscrites dans notre circonscription. Donc elles votent en France, et elles espèrent que les Français d'inscription vont voter pour elles. Enfin, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais à mon avis, elles votent en France. Et je suis le seul qui habite dans la circonscription, et qui soit élu dans la circonscription, parce que Mme Jeunet est élue en France. Et Mme Vidal n'est pas élue du tout, c'est une journaliste de l'Humanité qui débarque et qui se présente au suffrage universel devant les Français de la circonscription. Voilà. Et après, parmi les autres candidatures, il y a des profils tout à fait corrects. Pascal Gentil, moi c'est quelqu'un que j'apprécie depuis tout petit parce que c'est un champion de taekwondo. Voilà, donc il y a des gens qui sont bien, mais ce sont des votes, malheureusement, je suis obligé de le dire, un peu inutiles. Parce que dans tous les cas, ce sont des gens qui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire perdre des voix à quelqu'un qui peut vraiment créer la surprise. Donc, Madame Vidal, qui a des bonnes chances d'être au second tour, elle ne pourra jamais gagner le second tour. Elle ne pourra jamais avoir la majorité des suffrages en tant que représentant du Parti communiste. Donc, je suis le seul qui puisse l'emporter face à Mme Jeunet. Et donc, je le dis aux autres électeurs de droite, je ne connais pas vos profils, mais en Thaïlande, il y avait beaucoup d'anciens RN, par exemple. Donc voilà, donc, chaque fois que les gens donnent au RN, ou même les LR, à Hong Kong, il y a beaucoup de LR.
c'est une voix qui est perdue pour la droite. Parce que le candidat RN n'a aucune chance d'être au second tour, et la candidate LR, que je connais aussi, qui est avec moi à Hong Kong, qui est tout à fait respectable aussi, mais elle n'a aussi aucune chance d'être au second tour. Donc voter pour LR ou RN ou les Patriotes, c'est faire perdre une voix au candidat le mieux placé pour l'emporter, au moins pouvoir accéder au deuxième tour. Parce que sinon, on se dirige vers un second tour Jeuneté-Vidal, c'est-à-dire macroniste contre communiste. C'est-à-dire, j'en suis certain, une réélection de Madame Jeuneté en cas de second tour. Donc voilà, maintenant, notre but, c'est de nous mobiliser pour empêcher ce second tour qui semble automatique, Macronie, NUPES, mélenchoniste, partout, ici et partout en France. Voilà. Et après, la campagne de terrain, bientôt, il y a plusieurs sujets. L'éducation, pour moi personnellement aussi, ça me touche parce que je n'ai pas mis mes enfants dans le lycée français parce que je trouve que c'est trop cher. Je n'avais pas les moyens, d'ailleurs à l'époque, d'ailleurs même aujourd'hui, c'est pas sûr. Donc je l'ai mis au système local hongkongais, c'est gratuit. D'ailleurs, bon, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'ils apprennent le chinois au moins. Mais le coût de la scolarité, de l'éducation française, ça a influencé sur mon choix. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas ça ne devrait pas se faire. L'éducation est gratuite pour les Français. Alors c'est vrai que c'est pour les Français en France, mais moi je pense que ça peut être pour les Français partout dans le monde, dans la mesure du possible. Je ne dis pas que les Français qui normalement les frais de scolarité payés par les grandes boîtes de luxe françaises ou les grandes banques devraient aussi avoir cela, ce ne serait pas juste. Mais dans tous les cas, je sais que je fais partie de... j'ai de l'expérience, je suis un conseiller élu depuis l'année dernière, mais je suis aussi j'étais président de l'UFE, donc ça fait plusieurs années que je suis dans les commissions de bourse. Alors je sais qu'il y a des Français qui gagnent pas assez pour avoir une bourse à 100%, mais qui gagnent trop pour avoir une bourse ou un petit peu de bourse. Et ils sont entre les deux, et ce n'est pas normal qu'ils soient exclus de ce système pour cela, ou parce qu'ils ont, ils ont des critères d'exclusion. Par exemple, ils ont un appartement qui vaut plus de 200 000 €, etc. Voilà. Et en fait, à cause de ça, ils ne mettent pas leurs enfants dans le système français, et donc ils perdent voilà, la francophonie, c'est quand même important. Voilà, donc il y en a qui font ça par choix. Bon, il faut respecter le choix des gens aussi. Hein. Il y a des couples franco-français qui ne veulent pas mettre les enfants dans le lycée français. Bon, très bien. Ou alors qu'ils veulent mettre, j'en ai connu qui ne veulent pas le mettre au lycée français, ils veulent le mettre dans le lycée canadien. Ça reste francophone, mais ils disent, oh non, les Français c'est tous des cons, je veux les mettre chez les Canadiens. Ok, voilà. Mais au moins c'est des choix. Voilà. Mais par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit privé du choix pour des raisons financières. Et ça, c'est très important, c'est une priorité. Voilà. Après, CSG, CRDS, on en a parlé, résidence principale. Voilà, je pense aussi qu'en tant que Français, de France ou de l'étranger, tout le monde devrait avoir le droit d'avoir une résidence principale en France. C'est pas normal qu'on ait un lieu d'attache, petit caractère, où en fait, on est taxé dessus comme une résidence secondaire. Non, on est français, on a droit à une résidence principale en France, c'est quand même quelque chose de logique. Ça, c'est quelque chose à mettre sur la table. Entrepreneur, voilà, donc je ne dis pas qu'il faut de grosses subventions pour tout le monde, toutes les entreprises à l'étranger, mais il faudrait au moins référencer les entrepreneurs français à l'étranger. Savoir combien il y en a, dans quel domaine. Moi, par exemple, j'ai pas une boulangerie, j'ai un club de sport. J'ai des clubs de sport en France, à Hong Kong. Donc voilà, au moins référencer qui est-ce qui... voilà, il y a un brand, il y a une French touch, il y a des capacités managériales françaises, il y a des Français qui ont créé des entreprises. Voilà, référencer qui fait quoi, et éventuellement quel réseau d'influence peuvent être là. Voilà, s'entraîner en tout cas dans la communauté française. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels on peut apporter des améliorations. Mais en tout cas, sur le terrain, sur tous les points, il y a des... Voilà, j'ai vu les programmes DLR, je crois qu'ils ont 100 propositions. Mais après, le plus important, il ne faut pas oublier que nous serons dans l'opposition. Donc on est là, on peut avoir une grande gueule, mais le plus important, c'est pas juste de dire faire une campagne de terrain, je veux ci, je veux ça. En vérité, tout le monde veut la même chose pour les Français étrangers. Moi, je suis élu à Hong Kong, je travaille très bien avec un autre élu qui est de gauche. Alors, finalement, on veut tous la même chose. On est au conseil des bourses scolaires, mais oui, il faut voter ça, on est pour. Tout le monde veut être contre, bon, sauf les macronistes, si c'est dans l'intérêt de la majorité. Par exemple, les motifs impérieux. Pendant le Covid, pendant une certaine période, le gouvernement a interdit les Français de rentrer en France.
sauf s'ils avaient un motif impérieux. Et ça, c'était pas normal, c'était anticonstitutionnel. Mais tout le monde, c'est pas une question d'être de gauche ou de droite, tout le monde était contre ça, c'est normal. Voilà. Les seuls qui ont voté pour ces motifs impérieux, c'est ceux de la majorité. Voilà. Mais au final, sur le terrain, tout le monde est pour. Voilà. Donc moi, je vois parmi les autres candidats, tout le monde propose un peu la même chose. Donc il y en a qui proposent sur la CSG, bon, tout le monde propose sur la CSG-CRDS. Sur l'éducation, voilà, il y a des sujets, il y a des propositions différentes. Moi, j'aimerais bien que ce soit gratuit pour tout le monde ou presque, mais c'est pas un truc fou, hein. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait proposé, non, il avait fait. L'école française à l'étranger était gratuite pour les terminales. Après, c'est passé aux premières, ça devait continuer. Et donc, progressivement, il avait instauré l'école gratuite pour les Français à l'étranger. Et François Hollande l'a supprimé. Voilà. Donc, normalement, c'est plutôt la gauche qui est dans ce genre de... Voilà. Et en fait, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Voilà. Donc, on a des propositions plus ou moins similaires. Mais qu'est-ce qui nous différencie vraiment? C'est les convictions. Voilà. Parmi tous les candidats de cette élection, nous sommes 8. Combien ont vraiment des convictions opposées au gouvernement, plutôt à gauche, plutôt à droite? On n'est pas beaucoup. Alors, il y a la candidate de gauche qui est, voilà, donc son contre, et il y a nous, voilà. Voilà. Après, les autres, soit ils ne font pas de campagne, par exemple le RN, voilà, ils savent très bien qu'ils vont pas, ils sont là surtout pour faire acte de candidature. Il y a une histoire de financement public derrière. Mais en tout cas, les LR, vous voyez, et d'autres comme voilà, Pascal Gentil, qui est un type fort sympathique, mais ils sont juste là à la rencontre des Français pour faire une campagne de terrain. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils sont pour, contre telle proposition de la majorité présidentielle? Et c'est ça qui est important aussi. Donc, il ne faut pas oublier que cette élection, elle est politique. Est-ce qu'on est de la majorité ou on ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera élu? Qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'il ne suffit pas juste de dire je suis pour telle ou telle proposition sur l'éducation, sur la CFE, etc. Idéologiquement, qu'est-ce que pensez-vous de l'insécurité en France? Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation de manière idéologique? Du wokisme? Qu'est-ce qui va s'attaquer aux pédagogues, aux wokistes? Voilà. Donc c'est ça qui fait, je pense, la différence de ma candidature par rapport aux autres. Ça fait longtemps que je parle, je crois. Voilà, j'ai un peu trop raconté ma vie. Voilà, donc je crois que je vous ai dit un petit peu tout. Et voilà, donc je suis là jusqu'à... Alors ce soir, on a cette petite réunion. Demain, on fait un Zoom. Entre les temps, je pense qu'Alexandre saura dire mieux que moi ce qu'on a prévu. Mais en tout cas, je suis disponible aussi à rencontrer les Français d'Australie. Si vous avez des amis qui n'étaient pas dispo ce soir, parce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas dispo, s'ils veulent me rencontrer, ben, je suis dispo. On peut prendre un café demain matin ou ce soir. Voilà, je ne sais pas ce qu'on a prévu ce soir. Je suis disponible tout le week-end pour rencontrer les Français d'Australie. Et après, je continue. Et après, on verra ce qui se passe entre les deux tours. Mais en tout cas, je ne connais pas vous. C'est une réunion publique, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont, je ne sais pas, macronistes, de gauche, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis là pour échanger. Donc, voilà, si vous avez des questions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dis un peu... Alors déjà, est-ce que j'ai trop raconté ma vie? J'espère que vous n'êtes pas endormi. Très bien. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, moi j'aimerais bien, soit si vous avez des questions, sinon c'est moi qui vous pose des questions. Moi j'aimerais bien savoir depuis combien de temps vous êtes en Australie, pourquoi vous êtes là, et est-ce que vous vous sentez expatrié, immigré, exilé? Est-ce que vous voulez rentrer en France? Qu'est-ce que vous pensez de la France, situation? Moi ça m'intéresse. Parce que c'est ça aussi, moi je suis là, pas juste pour raconter ma vie, je suis là pour apprendre. Moi je veux apprendre de vous, ce que j'ai fait en Thaïlande, donc j'ai appris beaucoup. J'ai rencontré pas mal de militaires qui à l'époque je me suis battu contre les communistes, machin, etc. Bon, vous, je pense que vous n'êtes pas des anciens militaires, donc vous avez d'autres histoires à me raconter. Donc, enfin peut-être, je sais pas, ouais. Qui prend la parole en premier? Bon, sinon, si vous voulez pas, on va tous boire un verre et voilà, on va au pub. Alors monsieur, voilà, lui arrive en premier en plus. Oui, alors moi je dis que vous avez fait un bon choix pour votre enfant. Au classement PISA, donc Hong Kong est 2e, la France est 26e, donc vous avez fait un bon choix. Hein. Moi je suis là ici aujourd'hui parce que je suis inquiet pour la France, hein, c'est tout. Donc moi j'ai pas d'intérêt personnel, donc toutes les histoires de Français à l'étranger, ça m'est un peu indifférent. Hein. Pas d'appartement en France, la CSG, CRDS, ça ne m'intéresse pas, la gratuité de l'école, ça ne m'intéresse pas. Enfin bon,
et j'ai l'impression à regarder les programmes de chacun, comme vous l'avez dit, tout le monde est pour les Français de l'étranger, donc il n'y a pas vraiment de différence entre les programmes. La seule chose effectivement qui m'intéresse, c'est l'état de la France, et je suis d'accord avec vous, c'est inquiétant et c'est ça qui me soucie. Après, les Français. Alors je trouve les Français en Australie très injustes. Ils ont voté à 80% pour Macron. Je trouve que c'est très injuste. Au second tour. C'est ça au second tour. Oui, au second tour. C'est très injuste. Ils sont quand même dans un pays qui est préservé d'une immigration de masse. Pour rentrer en Australie, il y a un système au point. Il faut être ni trop jeune ni trop vieux. Il faut être en bonne santé. Il faut parler anglais. Il ne faut pas avoir de maladie. Il faut avoir un diplôme, un métier. Juste pour préciser, ça inclut aussi les partenaires en fait. C'est pas genre vous êtes marié avec un Australien, vous avez exactement les mêmes critères de sélection pour avoir le partenaire visa. Donc, l'Australie est un très beau pays, c'est le lucky country, mais les Australiens se sont donné les moyens de vivre dans un pays où il fait bon vivre, parce que c'est un pays où les choses sont sous contrôle. Donc, je trouve que c'est injuste de la part des Français qui viennent critiquer un pays où prétendument ils sont contents d'être, et ils veulent pour la France un système complètement différent. Ouais, mais écoutez, bon, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est le grand paradoxe des Français, pas que d'Australie, mais dans toute l'Asie. Et je dirais même dans l'Asie encore pire. Il y a quelques interviews où Zemmour faisait allusion à l'Asie comme modèle de société. Il y a même interview où le journaliste lui demandait, mais en fait, monsieur Zemmour, votre société idéale, ça n'existe pas. Est-ce que c'est possible? Là où il y a, au niveau de l'éducation, la sécurité, où tout est beau, il n'y a pas d'insécurité, les enfants travaillent bien à l'école, etc. Ça n'existe pas, ça, c'est du passé, ou alors c'est du passé. Zemmour dit non, mais écoutez, ça existe. La plupart des sociétés en Asie, y compris par exemple le Japon. Il appelait ça, le Japon, c'était Zemmourland. Voilà. Et là où j'habite aussi, à Hong Kong, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une immigration choisie. Je dirais même que c'est aussi l'immigration zéro. Parce qu'après, rapidement, pour moi, il y a l'immigration et l'immigration. Parce qu'il y a l'immigration expatriée, il y a l'immigration où on devient, on s'intègre à la patrie. Mes parents, par exemple, en tout cas, mon père, parce que ma mère, elle a été réintégrée, mais en tout cas, on va dire mes parents, la plupart de l'immigration vietnamienne qui arrive en France, ce sont des Vietnamiens qui ont pris la France comme patrie. Donc, c'est des vrais immigrés. Et j'espère que tous deviennent comme moi, et que toutes les familles vietnamiennes issues de l'immigration, mais qui sont françaises, elles se sentent français, ils s'assimilent. Mais nous, par exemple, qui sommes immigrés en Asie, Océanie, nous sommes des expatriés. C'est-à-dire que notre patrie, ça reste la France. Après, il y a des cas où on peut prendre la nationalité australienne, etc., bien entendu. Mais moi, par exemple, je suis en Chine, je ne demande pas la nationalité chinoise. Je suis français. Et je suis un expatrié. Et pour toujours, je reste français. Et donc, en fait, on ne peut pas comparer l'immigration de ceux qui arrivent en France, qui deviennent français, et je pense que quand ils deviennent français, ils doivent devenir français, pas que sur le papier, ils doivent le devenir de leur tête et de leur cœur, des vrais Français, et alors que nous sommes à l'étranger temporairement, ou peut-être même plus longtemps, mais en tout cas, nous sommes reconnus comme des expatriés, et on respecte tout ce qu'il y a là. Voilà. Moi, je ne vais pas brûler des voitures en Chine et dire nique la Chine, mais vous n'allez pas faire la même chose en Australie aussi. Donc, comme vous le dites aussi, voilà, c'est réglementé. Donc, il y a des conditions pour venir en Australie, tout comme en Asie, comme partout. Et si vous ne respectez pas les conditions, vous êtes renvoyé. Mais ça, c'est tout simplement ce que disait Éric Zemmour. Alors, on le traite d'extrémiste. Mais est-ce qu'on peut dire que le gouvernement australien est extrémiste? Non, il est juste rationnel, il est raisonnable. C'est normal qu'on fasse venir des gens dont on a besoin, qui ont une situation régulière, qui ont des visas. Pourquoi on a besoin de ce monsieur? Ah, parce que vous travaillez dans la restauration, on a besoin, ok, la gastronomie française, ah oui, il y a un besoin, bon voilà, vous avez un visa, tac. Ah, il n'y a plus besoin de vous, mais vous rentrez chez vous, tac, tac, tac. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Et après, il faut aussi de l'ordre. Si vous ne respectez pas les règles dans les pays où vous êtes renvoyé.
Bon, après, ça peut être de la sémantique. Hein. On avait parlé de remigration, ça fait un scandale, mais en fait, ce n'est rien de plus que appliquer la loi. Voilà, donc en fait, moi je le dis souvent à des Français qui habitent en Asie, tout comme ceux qui habitent en Australie, vous vivez déjà dans un système qui est proche de ce que propose Reconquête. C'est-à-dire, ce n'est pas très honnête parce que vous combattez une idéologie que vous dites qu'elle est néfaste, mais en fait, vous vivez dans un pays où ça l'applique. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, autant rentrer en France et du coup, vous vivez dans votre société où, voilà, accueillez des migrants chez vous, faites tout, voilà, partagez. Voilà, en fait, si vous voulez, si vous aimez tant ça, retournez en France et on voit ce que ça donne. Mais en fait, vous vivez déjà dans un système qui est en ordre, qui fonctionne bien. Donc, ce n'est pas juste d'attaquer tellement les propositions de Reconquête, parce que c'est tout simplement, tout ce qu'on veut, c'est que Reconquête est un système qui soit stable et qui fonctionne tout comme il y a en Australie et en Asie, dans la plupart des pays de notre circonscription. Heureusement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le sont au courant. C'est pourquoi Éric Zemmour a fait 13,5% de notre circonscription, et beaucoup moins en France. Parce que normalement, si on habite aussi ici, c'est pas pour rien. Alors, je suis d'accord que beaucoup de Français d'Australie sont injustes, parce qu'ils ont voté à 80% Macron, mais à Hong Kong, c'était 90%. Voilà. Mais c'est au deuxième tour. Donc moi, je veux le dire à tous les Français de notre circonscription qui ont des doutes, qui disent que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron était face à Marine Le Pen. Et comme, je ne sais plus qui a dit ça, mais n'importe quel candidat face à Marine Le Pen, même une chèvre, peut gagner. Donc en fait, Macron contre Zemmour, ça n'aurait pas été 80% en Australie. Moi, je ne crois pas. Donc, pour cette élection législative, si je suis au deuxième tour, ce sera complètement différent. Donc, on peut battre la députée sortante. Parce que ce qu'on propose, c'est rien de plus de l'application de mesures qui sont similaires à celles dans les pays où nous sommes, c'est tout à fait raisonnable. Donc, mais ne pensez pas que c'est perdu d'avance parce que Macron fait 80%, donc au législatif, ce sera pareil. Ce sera complètement différent. Moi, j'espère que ça a répondu un petit peu à, c'est pas une question, mais une remarque. Okay. Il y a un monsieur là-bas qui voulait poser une question, je crois. Oui. En fait, donc, ouais, moi je suis militant depuis la première heure. Voilà, la seule chose qui m'intéresse, si je suis venu aujourd'hui, c'est les résultats. C'est 2027, les résultats immédiats. De toute façon, c'est déjà fait. Pour les législatives, c'est en cours. Et moi, ce que je pense, c'est que le seul espoir, c'est de changer les mentalités en France. Parce qu'à l'étranger, les expatriés, ils ont pu, je veux dire, ils ont fait leur choix de vie, ils ont déjà leur, ils ont vu autre chose que la France. Donc, moi, ce que je voulais demander, je voulais en parler avec Alexandre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les 4 années à venir pour, sur le terrain, pour changer, pour éduquer la jeunesse en France, leur apprendre ce qu'on ne leur apprend pas à l'école, leur apprendre que le succès, ça peut arriver à n'importe qui, que c'est pas... il y a en fait toute la réalité en fait de la vie qu'on leur apprend pas à l'école. Et si on pouvait juste communiquer aux Français tout ça, on aurait une chance de gagner peut-être. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est une bonne question. Tout se construit maintenant, chacun à notre niveau. Je suis là, devant vous pour ça. Et de mon côté, en dehors de la campagne présidentielle, législative, et après cette campagne législative, quels qu'en soient les résultats, je continue personnellement à promouvoir, plus que des opinions politiques, c'est des valeurs. Je pense que si je fais des arts martiaux et que je veux que mes enfants aient une certaine attitude, etc., c'est pas pour rien. Et si j'ai aussi renoncé à mettre mes enfants dans le système français, c'est peut-être pas qu'une question de coût aussi. Je voulais qu'ils aient une éducation, peut-être pas stricte, sévère, mais sérieuse.
Et quand je vois le niveau de l'école française qui a diminué, etc., je me dis, bon voilà, c'est peut-être bien comme ça. Et après, bon, on va rattraper le français, ils vont prendre des cours de français, etc. plus tard. Mais en tout cas, il y a des valeurs à partager autour de nous, dans la politique où il faut qu'on s'engage, mais aussi dans tout le reste. Et ça touche à tout, ça touche à la culture. Quel film on montre à nos enfants, de quoi on leur parle. Donc, dans notre geste de tous les jours, ça compte. Et en tout cas, le plus important, pour l'instant, on est dans le domaine politique. Dès maintenant, nous devons nous mobiliser. Parce que, comme vous l'avez dit, monsieur, bien entendu, les présidentielles, c'est fini, on a perdu. Voilà. Mais tout n'est pas définitivement perdu parce que, bon, déjà, faire 7% pour une première candidature, c'est déjà pas mal. Avoir plus de 126 000 adhérents, c'est devenu le premier parti de France. Donc, on a beaucoup construit avec cette présidentielle. Maintenant, on va la concrétiser lors de ces législatives et les prochaines élections. Parce que 2022, c'est fini. Donc, on attend 2027, mais on ne sait pas, on s'assoit là et on ne fait rien jusqu'en 2026 et on se réveille un an avant la présidentielle. C'est un combat permanent, dès maintenant. Et l'année prochaine, il y a les sénatoriales, mais ça ne concerne pas tout le monde. C'est au suffrage universel indirect. Après, il y a les européennes en 2024, etc., etc. Après, il y a les élections municipales, locales. Et donc, en fait, pour construire 2027, 2032, etc., ça commence maintenant. Et dans tous les cas, voilà, je parle à ceux qui sont très défaitistes, qui disent ouais, c'est perdu d'avance. Parfois, il y a des défaites qui ont un goût de victoire. Donc, même si on ne gagne pas telle ou telle élection, rien que le score, faire un bon score, c'est un signe très fort. Et moi, je vous le dis d'ailleurs, en fait, cette élection qui arrive, qui se passe en ce moment, vous pouvez déjà voter par Internet, et qui se concrétise le 5 juin pour le premier tour, elle est très importante parce que le score que nous allons faire, il peut influencer le score en France. Bon, il y en a qui me disent, ouais, mais je rêve un peu trop, etc. Mais non, parce qu'en France, ils votent le 12 juin. Nous votons jusqu'au 5 juin, parce qu'il y a Internet aussi. Donc le 6 juin, tout le monde va connaître le résultat des élections des Français de l'étranger. Si en Asie, on est en tête, ou on fait un énorme score, ça va se savoir en France. Ça va créer une dynamique. Et ça peut tout faire changer. Et vous vous rappellerez de ce soir, on était là, on a discuté, peut-être en souriant un petit peu, ouais, on ne faut pas trop rêver non plus, tout ça, mais c'est possible. Et c'est possible parce que, contrairement à d'autres, nous nous engageons pour quelque chose, pour des valeurs que nous croyons. Donc, monsieur, vous savez pourquoi vous êtes engagé, c'est pas par hasard. Vous n'avez pas marché dans la rue, vous avez la lumière, c'est quoi cette reconquête, c'est intéressant, tiens, je vais boire un verre, etc. Non, c'est parce que vous aimez la France, vous avez des valeurs, et vous dites, oh, il y a ce parti, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Là peut-être il y a quelque chose, on y croit, voilà, maintenant on construit là. Mais on fait ça parce qu'il y a vraiment un engouement, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors que pour d'autres, c'est la majorité présidentielle, ils veulent des places. On a 3 candidats de la majorité présidentielle. Il y en a une officielle, il y en a un qui est ASFE, il y en a une qui est écologiste. Chacun à sa sauce ils cherchent leur place. Mais nous, dans notre mouvement, on ne cherche pas des places, on cherche à sauver la France. On a des idéaux. On a tous nos engagements, nos activités professionnelles. On a autre chose à faire que de la politique. Si on est là un samedi soir, ce n'est pas pour perdre son temps, c'est parce que ça nous intéresse. C'est parce qu'il y a un sens au combat que nous menons. Et ça, voilà, moi je suis là aujourd'hui et ce week-end, mais après, chacun en est à notre niveau, on se donne à fond, ici ou en France et tout le reste. Donc effectivement, les Français de France, je pense que bon, déjà, on a notre part à jouer parce que nous sommes des Français étrangers, mais on n'est pas complètement déconnectés. On rentre en France, moi j'ai de la famille en France, donc on reste toujours des Français de France en plus d'être des Français de l'étranger aussi. Okay, donc chacun de notre niveau, on en parle, nos amis, notre famille, on fait la promotion de nos valeurs dans tous les domaines. Moi, j'ai même envie de dire que la promotion de mes idées politiques, je le fais à travers les arts martiaux parce que j'enseigne mes enfants la virilité, le travail dur, ça ne vient pas tout seul, il faut s'entraîner, tac, 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 tac pour ça. Donc, tout se rejoint, ce n'est pas par hasard. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Voilà. Non, c'était juste... la question, c'était juste s'il y avait qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les mois à venir pour concrètement, déjà... pour lancer un député reconquête. Voilà. Alors déjà, dans les prochains jours, c'est
accéder au deuxième tour, donc faire un maximum, voter un maximum. Ça passe par chaque vote nous-mêmes, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Il faut appeler nos amis, notre famille, nos collègues de travail éventuellement, lors d'une pause café, lors d'une... On dit, ah tiens, en fait, tu votes pas. Qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux? Chacun a des trucs différents. Il y en a qui disent, oh, moi Facebook, j'aime pas, Twitter, j'aime pas. Mais c'est pas grave, chacun à son niveau fait ce qu'il peut pour propager la bonne parole, je veux dire. Alors ça, c'est une chose, ça c'est le plus urgent. Et après, dans les prochains mois, ben, ça va dépendre justement de ces... ça va beaucoup dépendre des législatives, c'est une réalité aussi. Donc en fait, le plus important, c'est ces prochains jours, et ça va créer la dynamique pour la suite. Et dans les prochains mois, c'est tout structuré. J'étais en Thaïlande, et en fait, en Thaïlande, il y a tellement de Zémouriens, il y a tellement de sympathisants et de militants qu'en fait, ça peut être un petit peu. Parfois, ils ne s'entendent peut-être pas entre eux. Voilà, les Zémouriens de Pattaya, ils n'aiment peut-être pas trop les Zémouriens de Phuket, je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, mais après, quand je suis en fait, moi, j'étais très content d'être bien accueilli par tout le monde et d'essayer de faire le lien, de tout structurer. J'ai rencontré beaucoup de militants qui n'étaient pas satisfaits de plein de choses. Comment telle ou telle chose était organisée, etc. Mais c'est normal parce on existe depuis combien de temps? Depuis 4 mois, 5 mois. Et donc, dans les prochains mois, pour prendre votre question, c'est l'engagement. Comment structurer cela? Faire des événements tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Un petit apéro, un petit dîner. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp, un groupe Telegram? Comment est-ce que vous vous coordonnez entre militants? Construire la base militante, faire des responsabilités, qui est responsable de quoi? Aller démarcher les autres Français qui s'intéressent à la politique ou pas. Donc en fait, chaque petit geste compte. Et là, en fait, on est en train de construire l'avenir, tout simplement. Donc les prochains mois, c'est ça, je pense, pour moi, c'est d'abord gagner l'élection législative et les prochains mois, construire le mouvement. Parce que sans la base, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut déjà une base solide. En tout cas, la base, on l'a en termes de nombre. On a plus de 126 000 adhérents en France et dans le monde. En Australie, je ne sais pas combien, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et donc maintenant, on veut plus d'adhérents. Et parmi les adhérents, on veut des adhérents, des militants actifs qui organisent, qui vont voir des gens, qui vont voilà. Et donc on crée comme ça. Et après, il y a du brainstorming qui se fait. Et après, on va vraiment réussir à être implanté localement jusqu'aux prochaines élections consulaires, par exemple. Et voilà, il faut que quelqu'un là parmi vous là ce soir soit élu en Australie. Ouais. Donc, faut penser à ça pour faire gagner nos idées. Ouais. D'autres témoignages ou des remarques? Je viens juste de remarquer qu'il y avait 3 candidats macronistes. Oui. Pourquoi? Oui, parce que déjà, je pense que la Macronie, par essence, c'est de l'opportunisme. Oh tiens, on voit, il y a une bonne affaire, on se jette dessus. Donc, il y a 5 ans, c'était plus simple que ça. C'était un petit peu last minute. Il y avait le grand chef, c'était Macron, il a gagné. Donc, hop, il investit quelqu'un. Tout le monde se range derrière. Maintenant, il y a, comme dans toutes les grandes familles qui fonctionnent bien, il y en a une qui est officielle. Et après, il y a ceux qui sont dans la même famille, mais qui ont envie aussi. Et puis voilà, c'est la vie. Hein. Donc, parmi les macronistes, il y en a 2 qui se présentent. Du coup, ils ont été exclus tous les 2. Parce que tous les 2, ils sont membres. Ce n'est pas juste des macronistes qui disent ah, moi, je vais soutenir Macron. Ce sont des gens qui sont membres d'En Marche, qui étaient militants, et que maintenant, comme ils sont candidats, dissidents, alors ils ont été exclus. Bon, après, ça c'est un détail, c'est normal, je veux dire. Voilà, donc, ils ont été exclus, mais ils sont quand même candidats. Donc, en fait, voilà, il y en a un qui est plutôt sympathique. Je l'ai vu d'ailleurs, je l'ai vu à Bangkok. Il ne voulait pas qu'on prenne photo parce qu'il disait si mes électeurs me voient avec toi, avec l'extrême droite, etc., ils ne vont plus voter pour moi, etc. Mais bon, il est très sympathique. Voilà, c'est un sportif, un champion olympique, médaille de bronze, je crois. Donc, très bien. Mais bon, voilà, c'est juste ça reste la majorité présidentielle. Et une autre dame qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Christine Vial. Voilà, Christine Vial-Kaiser, que je ne sais pas où elle est, je ne sais pas d'où elle vient,
mais en tout cas, elle s'affiche écologiste. Donc, ce serait la sensibilité écologiste de la majorité présidentielle. Ah bon, après, moi, je lui souhaite de faire un bon score. Si, à la rigueur, si un de ces deux macronistes puisse apporter du renouveau, voilà, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être mieux qu'Anne Genetet. Mais dans tous les cas, moi, j'ai pas de... C'est pas personnel. Hein. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai rien contre Anne Genetet. Hein. C'est juste ses idées. C'est son parti, c'est son mouvement. C'est la majorité présidentielle. Mais après, sur le terrain, bon, c'est des gens qui feraient le truc, qui feraient le job. Je suis un élu consulaire, Conseil des Français et l'étranger. Donc, je travaille avec les députés, quels qu'ils soient. Même si c'était la candidate de gauche, Parti communiste, bon voilà, il faudrait bien que je travaille avec. Pas de problème. Sur le terrain, après, on travaille. On parle des bourses scolaires, on parle d'éducation, on échange cordialement. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est quand même une élection politique. Quel député vous voulez, avec qui ils vont voter. Donc, il y a 3 députés de la majorité présidentielle. Bon, voilà. Et il y a une candidate de gauche. Donc, c'est la gauche a un seul candidat. Bon, tant mieux pour eux. Et il y a 4 candidats de droite voilà. Donc, j'espère que les électeurs de droite pourront faire ce qu'on n'a pas pu faire à cause pour des raisons partisanes, d'appareils parisiens. Pour information, chaque fois que vous donnez une voix pour un parti, pour un candidat, ça leur donne 1,64 € par an au parti. Donc, si vous votez RN, le Rassemblement national gagne 1,64 € par an de financement public. C'est pour ça qu'ils sont là. Sachant qu'ils ne vont pas gagner, mais ils sont là pour ça. Ça fait plus il y a de voix, mieux c'est. Ça fait rentrer des sous. Voilà. Et ça, les électeurs ils doivent le savoir. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'union des droites à cause de ça, mais eux, ils peuvent le faire dans les urnes. S'ils comprennent pourquoi il y a tant de candidats de droite. Parce que ce sont des partis, ce sont des chefs, c'est pas des partis, c'est des chefs de partis. Parce qu'il y a une différence entre les chefs et les militants. Les militants, ils veulent l'union des droites parce qu'ils veulent l'intérêt de la France. Alors que les chefs, ils veulent l'intérêt du parti. Ils veulent sauver leur place, peut-être qu'ils ont un salaire. Donc, si le parti est sauvé, ils gagnent, ils restent à leur place. Moi, si j'étais Marine Le Pen, je continuerai. Elle sera peut-être plus présidente, candidate, mais au moins, elle aura sa place, elle redeviendra présidente. Je pense qu'elle touche toujours son salaire, et voilà. Donc, mais c'est le gagne-pain du parti. Et après, les cadres, ils restent à leur place. Parce qu'ils veulent rester à leur place dans leur situation. Ouais. Il n'y a pas de sondage qui a été fait pour la 11e circonscription. Voilà, alors c'est bien, c'est pas bien, effectivement, il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage parce que ça n'intéresse pas grand monde. Déjà, les instituts de sondage, ils font tout en France. Ils ne s'occupent pas des Français de l'étranger. Ils pourraient en faire, hein. Ils pourraient en faire, mais je pense que ça coûterait trop cher. Il faudrait vraiment... et en plus, ça prendrait du temps parce qu'un sondage, c'est quand même assez technique. Il faut trouver un échantillon représentatif. On peut pas prendre, si on prend 1000 personnes, on ne peut pas prendre 1000 personnes en Thaïlande. Il faut prendre tant de personnes en Thaïlande, tant de personnes en Australie. Après, il faut qu'ils aient des âges différents, il faut qu'ils soient des professions différentes pour enfin avoir un... Et là, en fait, ça, je pense que si je peux appeler ça l'art de faire des sondages, ça se repose sur des statistiques qu'il faut des années, de nombreuses années pour les affiner. Et à l'étranger, à mon avis, il n'y a pas de sondage parce que déjà, ça coûte trop cher. Et en plus, il y a un gros risque pour ceux qui font les instituts de sondage parce qu'en fait, à mon avis, ça va sortir n'importe quoi. Donc, différents sondages vont faire... il y aura des résultats complètement différents. Et après, le résultat final sera encore plein différent des sondages. En fait, ça va être à mon avis, tout le monde s'en fiche. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, les gens... tout est possible. On ne peut pas dire ah, mais c'est mort, on va jamais gagner. Non, on va gagner. Donc, ne serait-ce que déjà le fait qu'il n'y ait pas de sondage, on peut voter pour ses convictions. Donc, vraiment, l'union des droites. Et le fait qu'il y ait une très faible abstention, peut-être qu'il y aura 27% de participation. Donc, en fait, celui qui gagne, en fait, c'est pas forcément celui qui arrive à convaincre les autres. Celui qui gagne, c'est celui qui arrive à mobiliser. Donc, en fait, nous-mêmes, rien que ceux qui ont voté Éric Zemmour, si on arrive à faire voter tout le monde, on est au deuxième tour. C'est-à-dire, vos amis qui ont voté Éric Zemmour, il faut qu'ils aillent voter. Moi, je pense qu'il y en a, mais dans tous les camps, il y en a plein qui ont dit oh, ça sert à rien, j'ai voté Éric Zemmour au présidentiel, mais là, je ne vais pas voter législative, c'est quoi ça d'ailleurs? À Phuket, dès les premières minutes de la réunion, je parlais des présidentielles législatives, il y a un monsieur qui m'a demandé
mais législative, on peut voter, nous, à l'étranger. Non, mais je suis là pour ça. Mais en fait, beaucoup de gens ne savent même pas que l'enjeu des législatives, malheureusement. Non, en fait, le premier enjeu pour nous, merci d'être là ce soir, c'est de nous mobiliser autour de nous. Tous nos amis déjà qui ont voté, qui ont bien voté, il faut qu'ils recommencent encore, qu'ils votent encore aux législatives. Alors ça, c'est la première étape. Alors bien entendu, si on arrive à convaincre les autres, c'est encore mieux. Mais c'est surtout une élection de mobilisation. Là, c'est mobilisation en général. Tous vos amis, vous vous demandez, est-ce que tu as voté ou tu n'as pas encore voté par Internet? Il vaut mieux le faire tout de suite. Enfin, sauf si vous êtes sûr d'aller à l'urne. Voilà. Enfin, moi, je préfère voter à l'urne. Si j'étais à Hong Kong, je n'aurais pas voté par Internet, j'aurais voté à l'urne. Parce que je me serais organisé, j'ai envie de mettre le bulletin dans l'urne, ça me plaît. Voilà. C'est symbolique, je vais me mettre dans l'enveloppe. Voilà. Après, il y en a qui n'ont pas confiance, etc., vote électronique. Non. Mais moi, j'aurais voté à l'urne. Mais là, je ne peux pas, parce que je ne peux pas rentrer à Hong Kong, sinon je me fais une semaine de quarantaine. Du coup, j'ai voté par Internet. Et en même temps, ça m'a permis de tester, de voir si tout fonctionne bien. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment, dans les prochains jours, mobiliser au maximum tous vos amis français, les amis des amis des amis des amis. Est-ce qu'en fait, tu as voté ou tu n'as pas voté? Voilà. Enfin. Et après, le mieux, c'est que les gens votent par Internet maintenant. À moins qu'ils soient sûrs d'aller aux urnes. Et d'ailleurs, si vous voulez être assesseur, c'est toujours une bonne chose. Alors, si vous êtes... bon, après ça, c'est plutôt les gens comme moi qui sont vraiment engagés. Mais si j'étais en Hong Kong, je serais assesseur aussi, à tenir les bureaux de vote, etc. Bon, après là, c'est un autre degré d'engagement. Mais si vous pouvez être à l'urne le 5 juin, si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement démocratique des élections, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui arrive, il prend l'enveloppe, il choisit au moins 2 bulletins, tac, il va dans l'isoloir, il arrive, c'est quand est-ce qu'il signe, quand est-ce qu'on vérifie la pièce d'identité. Moi, j'ai toujours adoré faire ça. Donc, voilà. Donc, à garder en tête. Il faut en parler à Alexandre et après lui faire remonter. Il faut s'inscrire, il y a un lien pour s'inscrire. Voilà. Donc, même si vous avez voté par Internet, que vous ne pouvez plus voter à l'urne, vous pouvez quand même être assesseur, s'il vous plaît. Je voulais poser une question probablement. Oui, voilà pour ça. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des triangulaires aux législatives? Ouais. Ben, en théorie, oui. En théorie, il y a toujours possibilité, mais c'est très difficile parce que pour avoir une triangulaire, il faut faire 12,5%. En fait, ceux qui sont qualifiés, ceux qui font 12,5% de ceux qui sont inscrits. Et là, vu le nombre de candidats partout en France, ça va être très difficile cette année de faire des triangulaires. À l'époque, quand c'était PS, UMP, FN, à la rigueur, c'était faisable dans certaines circonscriptions. Mais de nos jours, avec tant de partis, c'est difficile. Et en plus, alors à l'étranger, encore pire. Parce qu'à l'étranger aussi, il n'y a pas beaucoup de participation. Parce que pour faire 12,5% des électeurs inscrits, plus de 100 000 électeurs, donc c'est quasiment impossible. Dans notre circonscription, quasiment impossible. Excusez-moi, je dois y aller, c'est pas Pas de problème, mais merci d'être venu. Ouais. Il y a une carte si vous voulez. J'ai apporté des cartes si vous en voulez. Ouais. Juste Ouais. Non, ça va, je m'en Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, donc triangulaire, 2,5% de. Là, il y a quoi? Il y a plus de 100 000 inscrits. Donc il faudrait faire plus de 12 500 voix. Non, c'est beaucoup. Je ne sais plus combien. Mais bon, voilà, il n'y aura pas de triangulaire. C'est possible, mais pas pour mal. Voilà, donc là, ce sera les 2 premiers. Et je pense, il y a beaucoup de gens qui croient qu'en fait, c'est le travail de terrain, les gens, si on est connu ou pas, mais c'est une élection politique. La plupart des gens qui ont voté, c'est des gens qui ne suivent pas la campagne, ils ne regardent pas les circulaires, ils regardent que l'étiquette. Donc, je suis sûr, quasiment sûr que Anne Jenté sera au 2e tour. Et face à elle, ce sera soit la candidate de gauche, soit moi. Tous les autres, ils n'ont aucune chance. Peut-être que je me trompe, hein, mais il y a que, en fait, là, l'enjeu des prochains jours, de voir qui est au 2e tour entre la candidate communiste et moi. Et on fait quoi si c'est ce scénario-là? Ah bah là, c'est le scénario catastrophe où c'est un peu comme Macron-Mélenchon, quoi. Alors, à l'époque, quand je disais, si Mélenchon est 2e tour, est-ce que tu votes pour Mélenchon juste pour faire chier Macron? C'est à l'opposé de nos idées, mais... Et moi, je me suis dit, parfois, juste pour du renouveau, parce que je sais très bien que les mélenchonistes ne seront pas majoritaires,
ça ne me dérangerait pas d'avoir une députée de gauche. Enfin, il y en a qui m'ont dit ça, qui pourraient nous représenter. Donc moi, ça fait réagir. Mais après, par contre, moi, voilà, comme mes parents ont fui le Vietnam à cause du communisme, moi, je me vois mal mettre un bulletin communiste dans l'urne. C'est difficile, quoi. Donc, moralement, j'ai du mal à imaginer ça. Donc, à mon avis, je voterai, si le cas se présentait, je voterai blanc. Je voterai Bruce Lee, Chuck Norris. Je voterai Éric Zemmour. Je mettrai Éric Zemmour dans le bulletin juste pour que ça fasse rire ceux qui dépouillent. Ou alors, je voterai par internet blanc, je sais pas. Mais ouais, ouais, malheureusement, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, je compte quand même sur un front anti-majorité présidentielle. Donc, je ne sais pas ce que moi je ferai, mais en tout cas, ça me déplairait pas de savoir que la députée actuelle sorte au profit de n'importe quel candidat, peu importe qui c'est. Et d'ailleurs, il y a 2-3 jours, j'étais au Laos. J'ai rencontré un monsieur très à gauche, très mélanchoniste, mais très sympa, ça existe. Et il m'a dit, en fait, non, si tu es au deuxième tour, je m'appelle à voter pour toi. Voilà. Alors qu'il est très à gauche. Et donc je le remercie pour ça, s'il voit cette vidéo un jour. Et voilà, donc il ne faut pas oublier que c'est qu'une élection législative. Un député parmi 577. Voilà, donc il n'y a pas de risque, il ne va pas y avoir un tremblement de terre. J'aurai pas le bouton sur l'arme nucléaire. Voilà, donc il y en a qui disaient, par exemple, Marine Le Pen, si elle devient présidente, c'est la fin du monde. Elle prend les pleins pouvoirs, elle va faire la guerre à tout le monde, elle va envoyer une bombe nucléaire, etc. Déjà, je pense exagérer, mais c'est une préoccupation qui n'est pas complètement stupide. Mais par contre, une élection législative, c'est un député parmi la majorité qui sera macroniste. Donc finalement, j'ai envie de dire que je suis plutôt pour que ce soit n'importe qui, en fait tout sauf la Macronie. Mais j'ai rien contre Anne Jaudet, personnellement, mais bon, c'est la vie, quoi. J'en peux plus de cette majorité. C'est pas elle ou un autre, je pense que cette majorité, c'est une dictature, je pense, autoritaire. Donc elle est légitime parce qu'elle a été élue, voilà, Macron a été élu légitimement, il n'y a pas eu de fraude, etc. Mais ils se croient tout permis. Ils regardent trop le peuple d'en haut, ils prennent rien en compte. Et pour moi, ça me supporte. Donc j'ai envie de voter pour n'importe qui sauf la majorité. Mais ça, c'est que moi. Mais après, je ne parle pas au nom du parti, quoi que ce soit. Là. Ça, c'est juste moi personnellement. Ne répétez pas. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je fais un petit sondage. Moi, j'ai 2 choses à dire. Oui. La première chose, c'est que je suis déçu personnellement que Marine Le Pen et Éric Zemmour n'aient pas été capables de faire un accord pour une candidature unique. Je comprends bien les 1,64 € par voix, mais il y avait moyen de filer ça, de mettre ça dans une feuille Excel et puis d'équilibrer les voix et d'avoir des candidatures uniques. Là, la situation actuelle est ridicule, décevante, et effectivement tout le monde est je dirais même pas égoïste, parce que ça aurait été profitable pour tout le monde de faire des candidatures uniques. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est que personnellement, je me sens populiste, donc je me sens méprisé par une classe dominante, et j'aurais voté sans problème Mélenchon. Sans problème Mélenchon, mais effectivement pas Macron. Je rejoins ce point de vue, personnellement. En tout cas, pour répondre à votre question, l'union des droites n'a pas eu lieu pour des raisons financières, mais aussi je pense que le RN mis sur le long terme, en fait, ce qu'ils veulent, c'est tuer Reconquête, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont grandement menacés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que Reconquête fasse 0 député. Donc en fait, si Reconquête fait 0 député,
là on peut se poser la question de la survie du parti. Donc ils imaginent, je pense, plus qu'au-delà de l'aspect financier. Voilà. Mais après, l'inverse est vrai aussi. Zemmour a dit plusieurs fois que son objectif était de se débarrasser de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Oui, mais on va dire fair enough, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Hein, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette rivalité, malheureusement, il y a la rivalité entre les partis et les hommes politiques, enfin politiques, et il y a ce que veulent les militants pour l'intérêt du pays. Et même pas que les militants, les responsables. Moi, pour vous dire tout, je suis très ami avec Eric Minet, qui est le responsable du RN en Thaïlande et tout globalement de toute l'Asie, je crois. Et en fait, on a beaucoup parlé de ça. On a même pensé à faire une candidature commune, dans le sens où je serais le candidat, il serait le suppléant, mais bon, ça porterait à critique, ce serait pas bon pour l'image. Oh, il y a 2 hommes, il faut faire un homme, une femme, etc. Non, on a toujours voulu travailler ensemble parce qu'on savait que c'est dans l'intérêt de la France. Et d'ailleurs, lui, il devait être le candidat RN et il n'a pas voulu y aller face à moi parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, mais du coup, quand même, le RN, ils ont choisi quelqu'un d'autre pour mettre quelqu'un sur le bulletin. Mais sur le terrain, heureusement, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs, de gens de droite qui sont raisonnables, qui sont pragmatiques. Et dans tous les cas, hein, dans tous les camps. Qu'est-ce que c'est une suppléante? Suppléant, c'est remplaçant. On dit aussi remplaçant, c'est-à-dire que si je... Comment? 4 décès. Oui, voilà. Entre autres, hein, ou d'indisponibilité. Par exemple, si je suis élu, moi j'ai une suppléante remplaçante qui s'appelle Anne-France Larquemin, que je remercie d'être la suppléante. Bonne expérience, vie associative, etc. Elle est en Corée, française de Corée. Donc si je suis élu et que si je décède, elle devient députée. Mais aussi si je deviens ministre, par exemple. Parce qu'on ne peut pas être ministre et député. Hein, c'est 2 pouvoirs différents, exécutif et législatif. Voilà, donc si je deviens ministre, elle devient députée. Et si je ne suis plus ministre, je redeviens député. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres cas de disponibilité, mais ça sert à ça. Comment? Un petit peu de maladies graves. Oui, des maladies graves, décès ou maladies graves. Ou indisponibilité parce qu'on a d'autres missions. Ou des missions, tout simplement. Si moi-même, je dis j'en ai marre d'être député, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, j'ai envie de m'occuper de mes clubs de sport, j'en ai marre de la politique, elle devient aussi. Donc ça sert à ça. Ouais, tout simplement. Question? S'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Donc, on est en petit nombre, on est tous du coup de Reconquête, c'est ça? Non. C'est public aujourd'hui, donc il n'y a pas de... Moi, je ne sais pas s'il y a des engagements précédents. Est-ce que vous avez déjà eu un engagement politique avant ou des convictions plutôt LR, plutôt RN, plutôt gauche? Moi, j'ai une militante à Hong Kong qui était de gauche avant Éric Zemmour. C'était une femme de gauche. Voilà, maintenant elle est avec nous. Je sais pas. Ou peut-être que vous n'avez pas besoin d'en parler, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Mais bon, en tout cas, plus de questions? Si vous voulez, quelqu'un qui arrive, non? Ah non, il est déjà arrivé. Voilà. On peut boire un verre, discuter. Voilà, donc. Partir parce que ça fait quand même 1h30. Ah oui, ça passe vite, hein? Ouais. Ça fait 1h30. On va pas prendre la journée. Ah ouais, ça passe vite. Ceux qui veulent rester pour boire un verre, on peut continuer à discuter. Voilà, parce qu'après au programme, je crois qu'on n'a rien de plus au programme, on va dans un pub, c'est ça? Ou alors il y a un événement. On va boire déjà un verre ici. Ok, mais merci à tous. Merci Marc.